La vie était paisible en 1944 à Ornos-sur-Glane. Ce petit village limousin semblait vivre la guerre de loin, malgré les difficultés quotidiennes qu'il atteignait pourtant. C'était une bien triste époque. Depuis juin 40, la moitié nord de la France était sous la botte allemande, tandis que la zone sud conservait un semblant de liberté. Donc vous habitiez là? J'habitais ici avec mon père, ma mère. Ma sœur aînée était mariée, donc n'habitait plus avec nous. Quand on s'est parlé, vous m'avez dit, on se retrouve où? On se retrouve chez moi? Ici, c'est encore chez vous. C'est chez moi. Où j'entends les bruits des machines des menuisiers qui faisaient le bruit du village, quoi. Dans le village, il y avait des chiens qui aboyaient, il y avait des poules au milieu de la route. Alors on est le 10 juin 44, il est 14 h. Oui, Qu'est-ce qui se passe? je suis devant ma porte, ici, et j'ai mon ami Martial qui habite en haut. Et puis on est là devant la porte, on discute de choses et d'autres, quoi. De quoi? Je ne sais pas, de ce qu'on allait faire le dimanche. Vous aviez 19 ans. Oui, du match de foot, ou de ce qu'on allait faire le lendemain, quoi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est là, c'est calme, comme maintenant. Et on entend un grand bruit qui venait de ce côté-là. Et qu'est-ce qu'on voit arriver? Deux véhicules, deux gros véhicules, plutôt noirs. Et lorsqu'ils sont passés devant moi, je ne savais même pas bien ce que c'était. Ils sont passés devant moi et j'ai reconnu la croix noire qu'il y avait sur les véhicules. Et puis j'ai dit, c'est les Allemands. Alors Martial me dit, je m'en vais, j'ai peur. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux qu'ils nous fassent? J'ai dit, tu vois bien, ils s'en vont du côté de la Normandie. Il y a eu le débarquement, ils s'en vont vers la Normandie. On est le 10 juin, le débarquement c'était le 6 juin. Voilà, Ouais. oui. Et puis ils se sont arrêtés en haut du village. Des soldats sont descendus. Et très rapidement, la population a été au milieu de la route. Pourquoi? Parce que déjà il y avait le bruit. Et depuis là-haut, les soldats dirigeaient la population vers le champ de foire. Oui, vers la place. Donc moi, quand je suis rentré chez moi, ma mère me dit, mais cache-toi. Mais je dis, pourquoi me cacher? Je suis en règle. Je n'ai pas à me cacher. Et alors, lorsque je suis ressorti avec elle et ma sœur aînée, la rue était noire de monde, quoi, déjà. Parce que même ma mère, qui n'était pas spécialement curieuse, était sortie voir ce qui... Parce que c'est plus le bruit qui ont fait sortir les habitants que les soldats eux-mêmes. Vous vous êtes rendu compte de ce qui se passait, c'est-à-dire ils étaient en train d'encercler le village? Non, non, je me suis rendu compte que toute la population descendait et je me suis rendu compte qu'il y avait un soldat de chaque côté de la rue. Je n'ai pas eu peur parce que moi je travaillais à Limoges. J'étais dans un garage où on était quand même réquisitionné par l'armée allemande, en partie. Donc moi je voyais les Allemands tous les jours. Si on avait déjà su ce qui s'était passé à Tulle la veille, ça ne serait pas passé de la même façon.
Et votre maman, votre père, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce Mon qui se père passe? n'était pas là. Mon père était au travail, donc mon père était absent. Quand toute la population est arrivée ici, les soldats de chaque côté de la route nous ont fait signe. Alors on est parti sans se changer, sans prendre de papier, sans rien du tout. Vous étiez en maillot de corps. Oui, en maillot de corps, avec mes chaussures, c'était des semelles de bois de cas de la guerre. Puis je devais avoir 10 centimes dans ma poche. Toute la population s'en va. Moi, je m'en vais avec ma mère et ma sœur aînée. Ma petite sœur était à l'école déjà. Je pars, je suis au milieu de la route, puis il y a toute la population d'ici qui est là. C'est-à-dire qu'on est nombreux déjà. Et vous y allez vraiment le cœur léger, c'est-à-dire, voilà, on va aller montrer nos papiers, puis on reviendra après à la maison, quoi. Oui, mais je ne pense pas à mes papiers. Je m'en vais sans prendre mes papiers. Ce n'est que sur la place que je réfléchis que je ne les ai pas pris. Et dans ma petite tête, je me dis, si on me les demande, je ne suis pas loin, je viendrai les chercher. Mais dites-moi, les soldats allemands là, qui sont arrivés, ils étaient tout jeunes. Il y en avait certains, c'était presque des adolescents. Je ne les ai pas dévisagés. Ouais. Moi, c'est des soldats, ils étaient plus ou moins camouflés, ils étaient habillés tous de la même façon, il n'y avait pas d'insigne, il n'y avait pas de grade, il n'y avait rien. Et alors, ils sont très calmes, ces soldats. C'est-à-dire oui. qu'ils ne laissent rien paraître. Les soldats, pour qu'on aille sur la place, nous disaient simplement place, 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 mais sans agressivité. Et lorsque le pâtissier demande à ce soldat, qui là, je l'ai remarqué, il est relativement jeune, il lui dit est-ce que je peux aller voir mes gâteaux qui vont brûler? Il lui a dit t'inquiète pas, on s'en occupera. Je n'ai même pas réalisé à ce moment-là. On n'est pas parti précipitamment. Comme on voit des fois dans des films, on est parti comme si on avait été à la fête foraine, après. Tranquille, sans se presser. Chacun discutait avec l'autre. On ignorait quand même tout ce qui se passait dans le monde. Camp de concentration, arrestation. La voiture, on n'arrête pas de dire que c'est la voiture d'un médecin, mais pas du tout. C'est pas la voiture du médecin, c'est la voiture de M. Texon, le gendre du marchand de vin. Le médecin a été arrêté dans l'entrée du village parce qu'il sortait il avait été en visite. La voiture a été arrêtée ici. Il avait un soldat à ses côtés. La voiture a été incendiée ici. Et lui a été avec les autres, avec nous. Il y avait des mitrailleuses ici,
Et au milieu de la place, il y avait un grand tas de fagots. Et dessus, il y avait deux hommes avec une mitrailleuse quand même. Non, moi aujourd'hui, je me pose toujours la question. Moi, je sais pas ce que c'est que la guerre. Je suis insouciant, je suis adolescent. Mais avec moi, il y a des hommes. Il y a des hommes qui ont fait la guerre 14, des mutilés, la guerre 14. J'ai vu personne inquiet. J'ai vu personne qui nous dise, mais petit, ils vont vous emmener en Allemagne ou quelque chose comme ça. Le seul qui me l'a dit, la seule qui me l'a dit, c'est ma mère. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, votre mère? Eh bien, elle m'a dit, tu ferais bien de te cacher parce qu'ils vont t'emmener en Allemagne. Que je lui ai répondu, t'inquiète pas, je suis en règle. C'est les dernières paroles qu'on a eues ensemble. Et ce qu'il y a, il y a ma petite sœur qui est autour de la voiture là, avec ses maîtresses. Je vais l'embrasser parce que je vois qu'elle a peur. Et je lui dis, t'inquiète pas, on va rentrer à la maison bientôt. J'ai dit, ça va pas être long, t'inquiète pas. Et je la voyais vraiment, elle avait peur. Elle avait quel âge, votre petite sœur? 9 ans. Elle était avec ses copines de classe Ben, avec les copines de classe, en rang, avec les institutrices. On reste comme ça quand même quelques minutes. Et puis, on nous donne l'ordre de nous mettre face au mur. Et c'est à ce moment-là que les femmes sont et les hommes. De ce côté-là, du côté de l'église. Ouais. À quoi vous pensez en ce moment-là, vous? Moi, je pense à rien. Je pense à rien. Je suis je sais pas ce que c'est que la vie. Je sais pas ce que c'est que la guerre. J'en ai entendu jamais parler. Moi, j'en ai entendu un petit peu parler par mon père qui avait fait la guerre 14. Mais moi, la guerre 39-45, elle n'existait pas, Rado. Vous étiez avec vos amis de l'équipe de foot et vous parliez du match du lendemain. Voilà. C'est ce qui nous intéressait. Et en attendant, il y avait des mitrailleuses tout autour. Oui, il y en avait une là, il y en avait une là. Et il y en avait une autre sur le tas de... Et des SS qui continuaient à rester très calmes pour qu'il n'y ait pas de panique, quoi. Oui. Très très calme. Les femmes sont parties. On s'est retourné. Moi, je me suis assis sur le trottoir avec des copains. Donc les femmes et les enfants sont partis vers l'église. Les enfants sont partis. Alors, un soldat s'adresse à nous. Il nous dit d'abord, ceux qui ont des armes, vous nous le dites. Nous allons les rechercher. Et ceux qui ne sont pas concernés seront relâchés. Donc ça a été le soulagement général. Et normalement, les gens n'avaient pas de fusil de chasse. Donc en fait, c'était que, on va dire, c'était C'est un prétexte. des prétextes, quoi. Voilà. Ouais. C'est-à-dire une mise en confiance. Qu'est-ce qui se passe alors? Alors à partir de ce moment, ils passent à côté de nous, comme on est tous sur le trottoir, là on est debout. Ils passent sur le trottoir et puis au hasard, ils prennent des groupes. Donc les deux premiers groupes sont par là, le troisième va se retrouver dans le garage des autos, et le quatrième, dont je fais partie, on se retrouve dans la Grande Loudie. Et vous finissez par partir par là? Eh bien, les femmes sont parties, c'est calme, il n'y a pas de coup de feu, rien. C'est calme, il n'y a pas un coup de... Moi, je n'entends pas un coup de feu avant l'exécution. Parce que si j'avais entendu un coup de feu, j'aurais vraiment eu peur, que je n'ai pas eu peur.
Les enfants qui étaient là n'habitaient pas tous le village. Ils habitaient les hameaux de la commune. À l'époque, les fermes étaient, il y avait beaucoup de fermes où souvent il y avait beaucoup d'enfants. Donc les enfants qui sont morts à Oradour, on n'habitait pas spécialement ici. Et c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont mortes, les parents, qui quand ils ont entendu tirer et qu'ils ont vu que ça brûlait, sont venus pour récupérer leurs enfants, pensant qu'ils avaient peur et pensaient pas sans doute qu'ils étaient morts. Et là, on entrait dans le village, on n'en sortait pas. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir comme ça? Oui. Alors là, il y avait un groupe d'hommes, quand nous sommes passés, pas très nombreux. En vie, il y a certains qui nous ont fait bonjour d'ailleurs. Et il y avait un soldat ici avec une arme sur le bras. Alors, dans les maisons, il n'y a plus personne. Ouais. Mais elles sont encore intactes, ils n'ont pas encore mis le feu. Hein. Ah oui, oui, elles sont intactes, mais il n'y a plus personne. Alors, il y a des portes qui sont ouvertes, parce que je pense que certains n'ont pas eu le temps de fermer. Ils ont précipité quand même les gens, sans être agressifs, mais ils voulaient que ça aille très vite. On n'imaginait pas qu'on puisse exécuter sans raison des hommes. Ouais. Et moi, lorsque je suis arrivé ici, que j'ai pris le virage, ma vue s'est portée sur le pas du village. Pensais voir les femmes, mais c'était vide, il n'y avait même pas de soldats. Parce que je ne me suis pas posé la question à ce moment-là, qu'ils avaient amené les femmes pour qu'elles ne voient pas l'exécution des hommes. Je ne sais pas si on va être exécuté. Alors je pensais que les femmes étaient sur le champ de foire, là. Moi, c'est la seule chose que j'ai regardé si je voyais les femmes et les enfants. Et on est accompagné par 5 soldats. Ouais. 2 qui ont les mitrailleuses à l'épaule, 2 qui ont les munitions autour du cou, et le 5e qui a une arme sur la poitrine. C'était un grand hangar qui était très encombré de foin, de paille, de fagots, de charrettes, tout ce qu'il y a dans une grange agricole, dans un hangar agricole, quoi. Alors, lorsque je suis arrivé, moi, avec les copains, il faisait très chaud, on s'est assis dans la paille. On s'est assis. Et on discutait de choses et d'autres. Les hommes devaient discuter entre eux, je ne sais pas. Alors ils installent leurs armes, ils mettent le temps, ils ne se précipitent pas. Et le soldat qui a l'arme sur la poitrine fait le tour de notre groupe, du groupe. Lorsqu'il arrive à notre hauteur, il nous fait comme ça. Donc on se lève. Je pensais à rien. À rien, je n'ai pas pensé qu'on pouvait nous tuer, rien. Et le temps qu'ils reviennent à l'entrée de la grange, là-bas, derrière ces hommes qui avaient les armes, il y a une détonation, une forte détonation dans le village, et c'est la fusillade. Alors pourquoi je suis là, je ne sais pas. Moi, je me retrouve sous les autres, je ne sais pas comment.
quand j'ai été touché, mais quand on est touché, ça fait pas mal. Ça fait mal après, mais... Donc je suis là, je suis sous les autres. Ils nous recouvrent de tout ce qu'il y a dans la grange qui brûle. Vous bougez pas. D'abord, c'est le coup de grâce à tous ceux qui voient qui ont un brin de vie. Mais moi, ils ne peuvent pas me voir. Il y a peut-être 3 ou 4 corps sur moi. Moi, c'est les corps ou les blessés grièvement. Ils nous recouvrent de tout ce qui peut brûler. Ils nous ont couverts de foin et de paille. Et ils sont partis. Quand ils sont partis, je me suis dit, moi, en dessous, sous les autres, je me suis dit, quand il va faire nuit, je vais m'en aller. Je vais essayer de sortir de dessous. Je vais m'en aller. Et puis ils sont revenus, je sais pas moi, 5 minutes après. 10 minutes, 5, je sais pas. On ne regarde pas l'heure. Et c'est à ce moment-là qu'ils mettent le feu. Et puis bon, le feu progresse, le feu m'attème, et puis j'ai essayé de me remettre encore plus sous les autres pour essayer de me... Et puis à un moment donné, je résiste plus, quoi. Mes cheveux commencent à brûler, mon bras. Là, je prends la décision de sortir de dessous les autres. Alors, je ne sais pas comment je fais pour sortir. Et je sais que je vais mourir parce que pour moi, ils sont à la porte, ils vont me tuer, quoi, c'est tout. Je sais que je vais mourir. Et puis, ils ne sont pas là. Ils sont partis. Et j'ai ouvert la porte de cette étable. Il n'y avait pas de bête à l'intérieur. Là, je rentre ici pour me cacher. Une table à cochon, Ouais. c'est ça? Ouais. Mais il n'y avait rien à l'intérieur. Il n'y avait pas de bête. Et il y a une deuxième porte. Alors je suis resté là un petit moment. Donc j'ai entendu parler français. Et à travers la porte là, Là, il y avait une porte. il y avait une porte. J'ai regardé et j'ai vu 4 hommes sur la butte. Ils étaient là. Donc, les 4 autres survivants. Oui. Alors pour moi, c'est le soulagement général. Ce qu'il y a, c'est que j'ai ouvert la porte précipitamment et ils ont eu très peur. Je leur ai fait peur. Et moi, ça a été le soulagement général de les retrouver. Bon, j'aurais fait peur, ça n'a pas duré longtemps. Parce que les cinq, tout au moins, il y en avait 3 qui me connaissaient bien. Et Bourri, qui était maçon, s'est rendu compte que les pierres de la grange n'étaient pas très solides. Donc il a fait un trou. Et puis les valides sont montés, puis les moins valides, comme dans tout le monde, nous a tirés. Mais il a fait un trou comment? Parce que, je veux dire, c'est un mur, quoi, quand même. Oui, mais avec son couteau et tout, il a réussi. Parce que le mur était en mauvais état. D'accord. C'était en très mauvais état. On s'est retrouvé dans un fenil, quoi. Tous les 4, tous les 5. Mais là, ça a duré, je sais pas, on est resté 1 heure, là, au moins. Et là, ça tirait partout, quoi. C'était... Alors là, vous avez réussi à franchir le mur. Et qu'est-ce qui se passe? La porte de la grange est ouverte et 2 soldats sont entrés. Il y en a un qui est monté à l'échelle, qui a allumé la paille de haricots, où les autres étaient couchés.
marché, il a craqué 2 allumettes d'ailleurs. Et nous deux avec Bowie, on était cachés sur cette pile de fagots. Je pense que si on avait étendu la main, on touchait le casque du soldat. Ils vous ont pas vu? Non. Mais c'est noir. Et le soldat redescend. L'autre l'attendait en bas. Et là, ils arment leur pistolet mitrailleur. Ils tirent dans le toit qui s'enflamme. Donc, ça ne brûle pas non plus d'un seul coup. Donc, on a le temps, on descend, on se cache dans les tables ici, puis les tables brûlent. Puis après, on se cache d'abord dans le premier clapier. Et sur les 5, il y en a 2 qui s'en vont. Je ne sais pas par où, qui repartent par le trou qui a été fait. Et on se retrouve tous les 3 avec Bowie. Bowie me dit, je traverse, je t'attends de l'autre côté. Alors, il traverse sans savoir s'il y a des soldats ou pas, pour prendre cette petite porte là. La petite porte qui est sur la droite. Voilà, oui, la petite porte qui est là. Mhm. Et il n'y a rien. Il nous fait signe avec Marcel. Moi, à Marcel, je lui dis, Marcel, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il était blessé? Oui. Il marchait difficilement. J'ai dit, s'il n'y a pas de soldats, parce que moi je passe bien plus tard que Bowie. Et toutes les maisons sont en flammes ici. Il y a les sentinelles qui sont là, qui font l'aller-retour, mais on sait le temps qu'elles mettent. Donc, et je traverse de l'autre côté, je retrouve Bowie. Et on fait signe à Marcel, qui, comme il peut, se traîne et traverse la place. Quand on se retrouve tous les 3, Marcel nous dit, vous partez, et moi il s'est caché dans un buisson, quoi. Boris me dit, est-ce que tu viens avec moi, chez moi? J'ai dit non, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas voulu le suivre, je suis parti. Je suis arrivé dans un village qui s'appelle Martinovi. Il faisait nuit. J'avais peur des soldats et de la nuit. J'ai vu une fenêtre éclairée. J'ai frappé. On m'a ouvert. On m'a demandé d'où je sortais. On a cru que je faisais partie de la résistance et que les Allemands nous avaient tués. Quand j'ai dit qu'ils avaient tué tous les hommes, moi je savais mon père à l'extérieur. J'étais persuadé de retrouver ma mère et les soldats. Voilà. Tourner vers l'avenir.
J'espère que le récit de mon histoire prolongera ma parole, continuant à faire germer la paix entre nos deux peuples, par le spectacle de la volonté que j'ai connue et dont je porte témoignage par ma seule voix, moi, Robert Hébras, le survivant de Rodolphe Blanc.